Le secret de Leonardo et la maison de son père. Un père de 78 ans vit sa vie basculer le jour où il découvrit que son propre fils avait hypothéqué en secret la maison familiale pour assouvir son addiction au jeu. Lorsque sonna l'heure du désalojo, un homme mystérieux se présenta, semblant connaître tous les secrets les plus enfouis de la famille Mendoza. Ce qui advint cet après-midi-là échappait à toute explication logique. Le soleil de novembre filtrait à travers les rideaux délavés de la demeure de Don Aurelio Mendoza, dans la colonie San Rafael, un quartier de la ville de Mexico qui avait jadis respiré la prospérité mais dont les façades fatiguées trahissaient aujourd'hui le poids des années. Les maisons modestes aux murs fissurés portaient la mémoire de générations de familles, et parmi elles, celle d'Aurelio se dressait comme un témoin fragile du temps. À 78 ans, Aurelio se levait encore chaque matin à 6 heures précises, une discipline forgée par plus de 50 années passées au service des chemins de fer nationaux. Ses mains tremblantes cherchaient aussitôt le vieux bâton de bois qui l'aidait à se déplacer depuis que la maladie avait miné ses jambes. Dans l'air flottait un mélange familier d'arômes de café de Hola et des effluves amers de ses médicaments pour la tension. Sa maison, construite sur 2 étages, respirait la modestie, murs peints en jaune écaillé, escaliers grinçants, meubles hérités d'un autre temps. Au mur, des photographies racontaient l'histoire de toute une vie, son mariage avec Doña Carmen, les premiers pas de leur fils Leonardo, les Noëls en famille, les sourires disparus. Depuis la mort de Carmen, 3 ans plus tôt, ces photos étaient devenues ses seules compagnes. La maison paraissait soudain démesurée, un mausolée silencieux où résonnaient les souvenirs. Leonardo lui avait promis, après l'enterrement, de venir plus souvent. Mais au fil des mois, les visites s'étaient espacées, devenant rares, lourdes, empreintes d'un malaise croissant. Lorsque Leonardo franchissait le seuil, il portait sur lui les stigmates de sa chute, regard fuyant, yeux rougis, vêtements froissés, et cette odeur indélébile, mélange de sueur, d'alcool bon marché et de nuit blanche. Il avait 45 ans et, depuis la perte de son emploi à l'usine textile, semblait glisser vers un abîme que son père n'arrivait ni à comprendre ni à freiner. Ce matin-là, Aurelio, en préparant son maigre déjeuner où des œufs brouillés et des frijoles réchauffés, entendit le cliquetis de la serrure. Son cœur s'emballa. Était-ce son fils venu plus tôt que d'habitude? Peut-être une bonne nouvelle, un travail retrouvé, un signe d'espoir. « Léo, c'est toi, mon fils » lança-t-il, la voix pleine d'attente. Leonardo apparut dans l'encadrement de la porte, traînant les pieds, le visage fatigué, vêtu des mêmes habits que 3 jours auparavant. Sa barbe mal entretenue lui donnait l'air d'un homme plus vieux, brisé par la vie. « Bonjour, papa » dit-il en évitant son regard. « J'ai besoin que tu signes quelques papiers. » Le vieil homme fronça les sourcils, posa 2 tasses ébréchées sur la table et servit le café. « Quel papier, fils? Tu as trouvé du travail? » « Non, c'est pour la maison, quelques démarches bancaires, rien d'important. » « Ta signature suffit. » Un frisson d'inquiétude parcourut Aurelio. L'expérience lui avait appris qu'un langage trop vague cachait toujours une vérité dangereuse. « Quel genre de démarche? Parle clairement. » Leonardo sortit un dossier froissé d'une enveloppe manila. Ses mains tremblaient, sa respiration saccadée. « Papa, fais-moi confiance. C'est une opportunité d'affaires. Tout ira mieux ensuite. » Aurelio ajusta ses lunettes et déchiffra les lignes serrées. Des mots se détachèrent, hypothèque, garantie crédit, valeur immobilière. Son cœur se serra. « Léo, ces papiers disent que tu engages la maison comme garantie d'un prêt. Pourquoi as-tu besoin d'une telle somme? » Le regard de son fils s'alluma d'une lueur fébrile. « C'est une affaire sûre. Dans 6 mois, on aura doublé l'argent. On pourra réparer la maison, acheter une voiture, vivre enfin mieux. » Mais Aurelio, qui avait vu tant de collègues ruinés par des promesses trop belles, sentit une colère froide le gagner. « Non, je ne signerai pas. Cette maison est tout ce que j'ai. C'est ici que tu as grandi, que ta mère a vécu et qu'elle est morte. Je n'y toucherai pas. » Les yeux de Leonardo s'assombrirent, sa voix prit un ton implorant, presque violent. « Papa, j'ai besoin de cet argent, maintenant. Sinon, ils vont me faire du mal. » « Qui? Dans quel problème t'es-tu encore plongé? » Le quadragénaire s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. Ses épaules secouées de sanglots rappelèrent à Aurelio l'enfant qu'il avait autrefois consolé. « J'ai des dettes, papa. Beaucoup. J'ai commencé par les combats de coq, puis le foot, puis les machines. À chaque fois, je croyais pouvoir me refaire. Mais j'ai perdu encore plus. »
Aujourd'hui je dois près d'un demi-million de pesos. Le monde d'Aurelio vacilla. Jamais, en toute sa vie de labeur honnête, il n'avait vu pareille somme. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? Pourquoi ne pas avoir cherché de l'aide? Parce que je savais que tu me jugerais. Que tu dirais que je suis un raté. Comme maman me le répétait. Cette phrase transperça Aurelio. Carmen, exigeante, n'avait jamais cessé de croire que leur fils pouvait s'élever. Ta mère ne t'a jamais considéré comme un échec. Elle espérait simplement que tu trouves le droit chemin. Leonardo releva un visage marqué par la honte et la rage mêlée. Alors aide-moi aujourd'hui. Signe ces papiers. Donne-moi une chance de réparer mes erreurs. Le vieil homme contempla les documents. Chaque lettre pesait comme une trahison. Cette maison n'était pas seulement des briques et du ciment, elle incarnait son histoire, son amour, ses sacrifices. C'était son dernier refuge. Non, Leonardo. Si je perds cette maison, je n'ai plus rien. Où irai-je? Je suis trop vieux pour recommencer. La colère de son fils éclata. Il se leva brusquement, renversant la chaise. Tu es égoïste. Tu l'as toujours été. Maman avait raison. Ce n'est pas vrai, protesta Aurelio. Bien sûr que si. Quand maman est tombée malade, qui s'est occupé d'elle jour et nuit? Moi. Qui a abandonné tout le reste pour l'accompagner chez les médecins? Moi. Et maintenant que j'ai besoin de toi, tu me tournes le dos. Ces mots frappèrent Aurelio comme un coup de poing. Mais il trouva la force de répondre. Je n'ai pas cessé de prendre soin d'elle non plus. J'ai travaillé 2 fois plus pour payer ses médicaments, j'ai dépensé toutes mes économies en médecin privé quand l'assurance ne suffisait pas. Tu n'étais pas seul, Leonardo. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de rancunes anciennes, d'amour brisé et de peurs indicibles. Aurelio, épuisé, regarda son fils avec une tristesse infinie, ce garçon qu'il avait porté dans ses bras, qu'il avait élevé avec tant d'espoir, se tenait devant lui comme un étranger consumé par ses démons. Ce jour-là, alors que l'ombre d'un drame planait sur la maison Mendoza, un visiteur inattendu allait franchir leur porte. Un homme mystérieux, aux yeux pénétrants, qui semblait connaître leur passé mieux qu'eux-mêmes, et qui allait changer le cours de leur destinée. La dernière maison d'Aurelio. Et maintenant que j'ai besoin que tu fasses la même chose pour moi, tu refuses? La voix de Leonardo résonnait avec une colère éraillée. Pendant plus d'1 heure, la dispute se prolongea dans la petite maison. Tantôt il criait, tantôt il suppliait, puis changeait de ton pour manipuler, menacer, implorer. Aurelio, son vieux père de 78 ans, restait assis face à lui, le cœur brisé à chaque mot. Mais malgré la douleur qui lui transperçait la poitrine en voyant son fils unique sombrer dans un tel état de désespoir, il refusait de céder. Finalement, Leonardo saisit les papiers et se dirigea vers la porte. Très bien, papa. Je sais maintenant quel genre d'homme tu es. Mais retiens ceci, si jamais il m'arrive quelque chose, ce sera ta faute. La porte claqua avec une violence telle que le bruit résonna longtemps dans toute la maison vide. Aurelio resta seul, assis dans la cuisine. Le silence pesait comme une dalle funéraire. Il remplit à nouveau sa tasse de café, mais le breuvage était froid, amer, presque imbuvable. Les 3 jours suivants furent interminables. Leonardo ne reparut pas. Aurelio appela son téléphone à plusieurs reprises, mais l'appareil restait éteint. L'angoisse le rongeait. Et si quelque chose lui était arrivé? Et si ces hommes auxquels il devait de l'argent l'avaient blessé? Et si, en refusant de signer, il avait condamné son propre fils? Le 4e jour, la réponse arriva. Aurelio arrosait ses plantes dans le petit jardin de façade lorsqu'une berline noire aux vitres teintées s'arrêta devant la maison. Son cœur se serra. Leonardo descendit de la voiture, accompagné de 2 hommes en costume. Leur allure n'avait rien à voir avec celle d'honnêtes banquiers. « Papa, » dit Leonardo avec un sourire crispé, « voici des messieurs du banque. Ils vont mieux t'expliquer le prêt. » Le plus grand des deux, un homme marqué de cicatrices aux mains, le regard tranchant comme une lame, s'avança. « Licenciado Vargas », se présenta-t-il. « Votre fils nous a exposé la situation. Nous comprenons votre réticence, mais je vous assure que c'est une excellente opportunité pour vous deux. » Aurelio, malgré l'instinct qui lui criait de fermer la porte, les fit entrer. Les 2 hommes s'installèrent dans le salon comme s'ils en étaient propriétaires, observant chaque meuble, chaque photographie, évaluant la valeur de la maison du regard.
Voyez-vous, Don Aurelio, reprit Vargas tandis que son acolyte prenait discrètement des photos avec son téléphone, votre fils a contracté une dette considérable auprès de nos associés. Si elle n'est pas réglée rapidement, nous pourrions être contraints d'envisager d'autres mesures. Quel genre de mesures, demanda Aurelio, la gorge sèche. Le sourire de Vargas n'avait rien de chaleureux. Disons que votre fils est précieux pour nous. Nous lui avons prêté de l'argent, nous lui avons donné des opportunités. Ce serait dommage qu'il ne puisse pas honorer ses engagements. Le message était clair. Ces hommes n'étaient pas des banquiers, mais des usuriers, des prédateurs dangereux qui avaient piégé Leonardo dans un filet de dette. Vargas sortit alors les mêmes documents que Leonardo avait déposés sur la table quelques jours plus tôt. Si vous signez, nous soldons immédiatement la dette. Tout sera réglé, et votre fils pourra repartir à zéro. Aurelio tourna les yeux vers Leonardo. Son fils fixait le sol, le visage creusé, des cernes violacées, les mains tremblantes. Et si je ne signe pas? Osa Aurelio. Alors, dit Vargas, nous espérons ne pas devoir en arriver là. Nous sommes des hommes d'affaires, Don Aurelio. Nous préférons les solutions pacifiques. Mais la menace était suspendue dans l'air, aussi lourde qu'un nuage empoisonné. Aurelio comprit qu'en refusant, il risquait non seulement de perdre son fils, mais peut-être sa vie. Le cœur en miettes, les mains tremblantes, il signa. Excellente décision, conclut Vargas, rangeant les papiers. Vous avez 6 mois pour solder cette hypothèque. Si tout se passe bien, votre maison sera libérée. Sinon, elle reviendra aux banques. Quand ils partirent, Aurelio se retrouva seul avec Leonardo. Dans quoi m'as-tu entraîné, Ijo? Calme-toi, papa. Je vais tout arranger, je te le promets. Mais les promesses de Leonardo se perdirent dans le vide. Les jours passèrent, puis les semaines, et il disparut encore une fois. Le poids de la dette. Rapidement, les lettres commencèrent à arriver. Froideurs impersonnelles dues aux banques exigeant des paiements qu'Aurelio ne pouvait faire. 800 000 pesos hypothéqués sur sa maison, contre une pension de vieux cheminot de 4 000 pesos par mois. Les mensualités atteignaient 15 000. Une montagne infranchissable. Il vendit tout ce qu'il pouvait, les beaux meubles, les bijoux de Carmen, jusqu'à la vieille télévision qui trônait dans la salle. Mais ce n'était jamais suffisant. Chaque mois, le retard s'accumulait, et les courriers devenaient de plus en plus menaçants. Au 5e mois, Leonardo réapparut. « Papa, je n'ai pas réussi à obtenir l'argent. L'affaire n'a pas fonctionné comme prévu. » « Quelle affaire, Léo? Il n'y a jamais eu d'affaire. Tu as tout rejoué, n'est-ce pas? » Le silence de son fils fut la confirmation la plus cruelle. « Pardonne-moi, papa. Je croyais que cette fois, j'allais gagner. J'avais une intuition. » « Une intuition? Tu as risqué la maison de ton père pour une simple intuition? » La dispute fut d'une violence inouïe. Aurelio hurla comme il ne l'avait pas fait depuis des décennies, libérant d'un seul coup la colère, la peur et la trahison accumulées. Leonardo s'en alla une nouvelle fois, laissant derrière lui une dette monstrueuse. Le compte à rebours. Le 6e mois arriva. Impitoyable. La notification finale tomba, 30 jours pour rembourser la totalité, ou la maison serait saisie. 30 jours pour trouver 800 000 pesos. Une somme irréelle, inaccessible. Durant ces 4 semaines, Aurelio erra comme un fantôme dans la maison. Chaque pièce éveillait un souvenir, la cuisine où Carmen préparait des tamales le dimanche, le salon où Leonardo avait fait ses premiers pas, le jardin où ils avaient planté ensemble le citronnier qui ombrageait maintenant l'entrée. Il frappa à toutes les portes. Banque, parents lointains, anciens collègues, voisins. Personne ne pouvait l'aider. Personne n'avait une telle somme. La dernière semaine, il cessa presque de manger. Il passait ses journées assis dans le vieux fauteuil de Carmen, serrant la photo de leur mariage. « Pardonne-moi, Carmen, murmurait-il. Je n'ai pas su élever notre fils. Je n'ai pas su protéger notre maison. J'ai échoué en tout. » Le dernier matin. Le jour de l'échéance, l'aube se leva froide et grise. Aurelio se leva tôt, prit une douche, enfila son meilleur costume, celui de son mariage, celui du funérail de Carmen. S'il devait perdre sa maison, il le ferait au moins avec dignité. À 10 heures précises, des véhicules s'arrêtèrent devant chez lui. Par la fenêtre, il aperçut 2 camions, dont l'un portait le logo officiel d'une société de saisie judiciaire.
Les coups frappés à sa porte étaient secs, irrévocables. Sonore Aurelio Mendoza, ouvrez, s'il vous plaît. Nous venons du tribunal. Chaque pas qu'il fit vers la porte, appuyé sur son vieux bâton, résonna comme une adieu. Chaque respiration sonnait comme la fin d'une vie entière bâtie de sueur et de sacrifices. Il ouvrit. 4 hommes se tenaient devant lui, 2 agents du tribunal en uniforme gris, un notaire au port strict et un superviseur d'huissier. « Bonjour, Sonore Mendoza, » dit le notaire d'une voix faussement compatissante. « Nous venons exécuter l'ordre de saisie de cette propriété. Avez-vous les documents de transfert volontaire, ou devons-nous procéder par voie forcée ?» Aurelio les regarda, ses yeux embués de larmes. Derrière lui, les murs de sa maison semblaient déjà s'effondrer. Chaque photo, chaque meuble, chaque souvenir hurlait sa perte. Il inspira profondément. Le souffle tremblant, il répondit d'une voix éteinte. « Faites ce que vous devez faire. » Une seconde chance pour Aurelio. Aurelio Mendoza resta immobile sur le seuil de sa maison. Ses yeux fatigués parcouraient chaque mur, chaque fissure, chaque fenêtre de cette demeure où il avait vécu tant de joie et de douleur. C'était peut-être la dernière fois qu'il la voyait ainsi. Derrière lui, les officiers attendaient une réponse, le notaire tenait ses papiers en main, et l'ombre du désalojo planait déjà sur la maison comme une condamnation irrévocable. Il inspira profondément, le cœur lourd comme une pierre, et murmura d'une voix presque inaudible. « Je n'ai pas l'argent ? Si vous voulez, prenez la maison. » Les mots s'éteignirent dans le silence, brisant en lui le dernier fil d'espoir. Mais au même instant, un détail attira son regard, au bout de la rue, une silhouette avançait lentement vers eux. C'était un homme que personne dans le quartier ne connaissait. Il portait des vêtements simples, mais d'une propreté impeccable, un pantalon de toile usé, une chemise blanche et une veste couleur café clair. Rien d'ostentatoire, et pourtant, sa présence captait l'attention. Son pas était calme, mesuré, comme s'il ne connaissait pas la hâte, comme si chaque instant lui appartenait déjà. Ses cheveux longs encadraient un visage marqué par le soleil, et sa barbe soigneusement taillée lui donnait l'allure d'un voyageur intemporel. Mais ce qui frappait le plus, c'étaient ses yeux, profonds, lumineux, empreints d'une sérénité qui traversait la distance et touchait déjà Aurelio en plein cœur. « Excusez-moi, monsieur Mendoza, » intervint le notaire. « Vous devez signer ces documents. Vous aurez 2 heures pour rassembler vos affaires personnelles. » Mais Aurelio n'entendait plus rien. Ses yeux restaient fixés sur l'étranger qui approchait, comme s'il reconnaissait en lui quelque chose de familier, un souvenir enfoui, une résonance ancienne. L'homme s'arrêta devant la maison, aux côtés des fonctionnaires. Sa voix, grave et chaleureuse, brisa l'air pesant. « Bonjour. Puis-je demander ce qu'il se passe ici ?» Le superviseur de l'expulsion fronça les sourcils, agacé par cette intrusion. « Ceci est une procédure officielle, monsieur. Je vous prie de vous retirer. » Mais l'homme resta immobile, plantant son regard dans celui d'Aurelio. Ce simple échange fit courir un frisson dans le dos du vieil homme. Quand l'étranger prononça son nom, dont Aurelio, il y mit une telle force, une telle tendresse, que le vieillard sentit ses jambes faiblir. « Est-ce vraiment la seule solution ?» demanda l'homme mystérieux. « Monsieur, je vous prie de vous écarter » insista le notaire. « Vous n'avez aucune autorité ici. » Un léger sourire illumina le visage de l'étranger. « Autorité ? Peut-être, plus que vous ne le croyez. » Il posa sa main sur l'épaule d'Aurelio. Aussitôt, une chaleur douce se répandit dans tout son corps, dissipant l'angoisse qui le rongeait depuis des mois. « Votre fils sait-il ce qui se passe aujourd'hui » demanda l'homme. Aurelio secoua la tête avec amertume. « Je n'ai plus de nouvelles depuis des semaines. Après ce qu'il a fait, il a falsifié ma signature, il m'a trahi. Depuis ce jour, je ne l'ai pas revu. » Les officiers échangèrent des regards confus. Des papiers falsifiés ? Voilà qui changeait tout. « Que voulez-vous dire » intervint le notaire, surpris. Le vieillard hésita, puis, encouragé par le regard de l'homme, il parla. « Mon fils, il a imité mon écriture. Il a mis ma maison en garantie sans mon consentement. Tout est faux. » Le superviseur fronça les sourcils. « C'est une accusation grave, monsieur. Avez-vous des preuves ?» Aurelio baissa la tête. Comment un vieil homme ruiné pouvait-il affronter la force des banques et des documents officiels? Mais l'inconnu reprit la parole avec assurance. Les originaux se trouvent à la notaria numéro 47, dans le bureau du licencié Bermudez.
Comparez ces signatures avec d'autres actes authentiques de Don Aurelio, et vous verrez qu'elles sont différentes. Un silence glacé s'abattit sur le groupe. Comment cet étranger pouvait-il connaître de tels détails, précis, irréfutables? Le notaire sortit son téléphone d'une main tremblante. Je dois vérifier cela immédiatement. Tandis qu'il s'éloignait pour passer ses appels, l'étranger continua à parler doucement à Aurelio. Quand avez-vous parlé à votre fils pour la dernière fois? Il y a 3 semaines. Il est venu me demander encore de l'argent. Je lui ai dit que je n'avais plus rien. Il est parti furieux, comme toujours. Et l'avez-vous pardonné pour ce qu'il a fait? La question frappa Aurelio comme une gifle. Pendant des mois, son cœur n'avait été rempli que de colère, de douleur et d'un sentiment d'injustice. Pardonner? Était-ce possible, après un tel vol? Après une telle trahison? Me pardonner? Protesta-t-il. Il m'a détruit. Il m'a volé ma maison. Il m'a condamné à finir dans la rue. L'homme acquiesça, son regard plein de compassion. Je comprends votre souffrance. Mais la rancune est un poids trop lourd pour un cœur de 78 ans. Ce n'est pas de la haine, répondit Aurelio avec véhémence. C'est la justice. Ce qu'il a fait est mal. Oui, ce qu'il a fait est mal, admit l'étranger. Mais croyez-vous que votre fils soit un mauvais homme? Ou n'est-il qu'un homme perdu, qui a fait de très mauvais choix? Les souvenirs envahirent Aurelio. Son fils enfant, courant derrière les animaux blessés pour les soigner. Son adolescent qui travaillait le week-end pour aider aux dépenses. Son jeune homme, veillant auprès de sa mère malade, veillant avec tendresse jusqu'à son dernier souffle. Leonardo n'avait pas toujours été ce fils ingrat, ce menteur, ce joueur. Il avait été bon autrefois. Puis, après la mort de Carmen, il s'était éteint, englouti par la douleur, l'alcool et les paris. C'était un bon garçon, murmura Aurelio, la gorge serrée. Mais il s'est perdu. Les âmes perdues, dit doucement l'homme, ont besoin qu'on les aide à retrouver le chemin. Mais pour revenir, elles doivent savoir qu'il y a encore quelqu'un qui les attend, prêt à ouvrir la porte. À ce moment, le notaire revint, pas les troubler. Monsieur Mendoza, j'ai parlé à ma chargée à la notariat 47. Les signatures sont bel et bien différentes. Il y a des indices sérieux de falsification. Nous devons suspendre immédiatement la procédure et ouvrir une enquête pour fraude. Le vieillard sentit ses jambes se dérober. Était-ce possible? Sa maison, sauvée? Cela signifie, poursuivit le notaire, que l'hypothèque est nulle depuis le début. Votre maison n'aurait jamais dû être saisie. Les agents, déconcertés, commencèrent à ranger leurs dossiers et à appeler leurs supérieurs. En quelques minutes, la menace qui planait sur Aurelio depuis des mois se dissipait. Tremblant, Aurelio se tourna vers l'étranger. Mais, comment saviez-vous cela? Comment connaissiez-vous le licencié Bermudez et la notariat 47? Le mystérieux visiteur sourit, un sourire empreint à la fois de douceur et de mystère. Parfois, les réponses nous parviennent au moment exact où nous en avons le plus besoin. Ce qui importe, Don Aurelio, ce n'est pas comment je le sais, mais ce que vous ferez maintenant de cette seconde chance. Ces mots résonnèrent comme une cloche dans l'esprit du vieil homme. Sa maison était sauvée. Mais son fils? Je ne sais pas où il est, dit-il d'une voix brisée. Je ne sais même pas s'il veut encore me voir. Les enfants veulent toujours revoir leurs parents, répondit l'homme doucement. Même lorsqu'ils ne savent pas comment le demander. Même lorsqu'ils ont commis les pires erreurs. Un silence profond s'installa, seulement troublé par le vent dans les branches. Aurelio sentit une larme rouler sur sa joue ridée. Pour la première fois depuis longtemps, il crut possible de pardonner. Peut-être que, quelque part, Leonardo attendait encore de retrouver le chemin de la maison. Et dans ce silence habité, l'homme mystérieux posa une dernière fois sa main sur l'épaule du vieil homme. Aurelio sentit une paix nouvelle l'envahir, une paix qui ne venait pas de ce monde. Un silence lourd régnait dans la rue, quand soudain, un taxi s'arrêta au bout du trottoir comme s'il avait été appelé par une force invisible. La portière s'ouvrit et Leonardo en sortit. Ses vêtements, encore plus abîmés que la dernière fois où Aurelio l'avait vu, racontaient à eux seuls des nuits sans sommeil et des jours de lutte contre ses démons. Ses yeux étaient rougis, ses mains tremblaient. Il n'était pas venu par hasard, il voulait assister à l'expulsion de son père, affronter la conséquence ultime de ses propres erreurs. Son visage portait la marque d'un mélange insoutenable, la honte, la peur et une tristesse si profonde qu'elle semblait lui avoir volé des années de jeunesse.
Lorsqu'il aperçut les véhicules officiels garés devant la maison familiale, ses pas se firent hésitants, chaque mètre parcouru résonnant comme une marche vers le jugement. « Papa, dit-il d'une voix brisée. Je suis venu. » Aurelio l'interrompit. Sa voix surprit tout le monde, y compris lui-même. Elle n'était pas chargée de colère ni de reproche, mais de douceur. « Viens, mon fils. » Leonardo, tremblant, s'avança lentement, se préparant intérieurement à recevoir des cris, peut-être des accusations, voire des coups. Mais ce qui l'attendait n'avait rien à voir avec ce qu'il imaginait, son père ouvrit les bras et le serra contre lui. Ce n'étaient pas l'étreinte d'une victoire, mais celle du pardon, celle d'un père choisissant l'amour plutôt que la rancune, la réconciliation plutôt que la vengeance. « Pardonne-moi, papa, sanglota Leonardo. Pardonne-moi pour tout. » Aurelio posa ses mains ridées sur ses épaules. « Tu as raison, peut-être que tu ne mérites pas ce pardon, mais tout être humain mérite d'être pardonné. » En prononçant ces mots, il leva instinctivement les yeux vers l'endroit où se tenait l'homme mystérieux aperçu plus tôt. Mais il n'était plus là. Aurelio scruta les alentours, interrogea du regard son fils et les officiers, personne ne se souvenait de cet homme. Selon eux, Aurelio avait parlé seul, comme perdu dans un monologue. Mais Aurelio savait au fond de lui qu'il n'était pas fou. Quelqu'un avait été là, quelqu'un qui connaissait leurs secrets et avait soufflé les mots capables de sauver à la fois sa maison et le lien brisé avec son fils. Lorsque les officiers s'éloignèrent enfin, Leonardo resta dîner avec son père, pour la première fois depuis des mois. Sous le limonier du jardin, Aurelio leva les yeux vers le ciel et murmura. « Aujourd'hui, quelque chose d'inexplicable est arrivé. Quelqu'un est venu nous aider. Quelqu'un qui savait exactement ce dont nous avions besoin. » Le vent agita doucement les feuilles du limonier, comme une réponse silencieuse. Aurelio sentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Leonardo, ce soir-là, fit plusieurs promesses, il chercherait une aide professionnelle pour lutter contre son addiction au jeu, il ne toucherait plus jamais aux documents de son père sans son accord, et surtout, il reconstruirait avec lui une relation patiente, pierre après pierre, comme on répare une maison fissurée par le temps. Mais avant de s'endormir, Aurelio ne pouvait cesser de penser à l'homme mystérieux, à ses yeux profonds, à sa connaissance précise des lois, à sa manière d'avoir posé les bonnes questions au bon moment. Et surtout, à ses paroles sur le pardon et les secondes chances. Qui était-il vraiment? Pourquoi était-il apparu à cet instant précis? Ces réponses viendraient plus tard. Mais ce soir-là, Aurelio, les mains jointes sur son cœur, osa prononcer une prière qu'il avait oubliée depuis longtemps. « Merci. Je ne sais pas qui tu es, mais merci de nous avoir sauvés. Merci de m'avoir rappelé que le pardon est possible. Et si un jour je te revois, j'espère être prêt à te reconnaître. » Cette nuit-là, il rêva qu'il marchait dans un champ de blé doré, main dans la main avec Carmen et avec un Leonardo redevenu enfant. Devant eux, un homme en tunique blanche les guidait vers une lumière douce et réconfortante. À son réveil, Aurelio sut que sa vie venait de basculer à jamais. Les jours qui suivirent l'épisode de l'expulsion passèrent comme un songe étrange. La maison, qu'il avait cru perdue, semblait désormais différente, comme bénie par une présence invisible. Chaque pièce paraissait plus lumineuse, chaque souvenir plus vif, chaque souffle d'air plus pur. Leonardo tint parole. La première semaine, il dormit sur le vieux canapé du salon. Chaque matin, il se levait tôt pour préparer le petit déjeuner de son père, pour balayer la cour, réparer la fuite de la cuisine ou planter des fleurs dans le jardin. Aurelio retrouvait des gestes oubliés, ceux de son fils attentionné d'autrefois, avant que la douleur et la dépendance ne les dévoraient. Mais il voyait aussi les ombres qui continuaient de peser sur lui. Certaines nuits, Aurelio découvrait Leonardo assis dans le patio, la tête entre les mains, luttant contre des fantômes intérieurs. Parfois, à 3 heures du matin, il le surprenait encore éveillé, fixant le plafond avec un regard hanté. « Tu ne dors pas, mon fils ?» lui demanda-t-il une nuit, vêtu de sa vieille robe de chambre qui avait appartenu à Carmen. Leonardo sursauta, comme pris en faute. « Non, papa, je réfléchissais. »« À quoi donc, qui t'empêche de trouver le sommeil ?» Le silence pesa. Leonardo finit par murmurer, la voix tremblante. « À tout ce que j'ai mal fait. À la façon dont j'ai détruit ce que tu avais bâti. Je n'arrive pas à oublier ton visage, ce jour où je t'ai annoncé que j'avais tout perdu une fois de plus. Ton regard était un mélange de déception, de douleur et de peur. » Aurelio s'assit à ses côtés. Il attendait depuis longtemps cette conversation,
celles qui dépasseraient les excuses superficielles et plongeraient dans la racine de leurs blessures. Raconte-moi, Léo. Toute la vérité. Peu importe si ça fait mal. Leonardo inspira profondément, comme s'il s'apprêtait à rouvrir une plaie ancienne. Puis il commença à parler, tout avait commencé 2 ans après la mort de Carmen. Le jour de l'anniversaire de sa disparition, incapable de gérer le vide et la souffrance, il avait franchi les portes d'un casino. J'y suis allé juste pour me distraire, dit-il d'une voix brisée. 1 heure pour oublier maman, pour ne plus revoir son visage amaigri dans ce lit d'hôpital. Mais la première fois que j'ai gagné 500 pesos, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. Et qu'as-tu ressenti? Demanda Aurelio. De l'espoir. Comme si enfin quelque chose de bon m'arrivait. Comme si maman m'envoyait un signe du ciel. Aurelio sentit son cœur se serrer. Ce simple gain, insignifiant pour la plupart des gens, avait été interprété par son fils comme une bénédiction, une permission divine d'avancer sur un chemin dangereux. Et dès lors, chaque moment de tristesse, chaque désespoir, l'avait ramené là, sous les lumières trompeuses des machines. Au début, continua Leonardo, je ne perdais que peu, des pourboires, quelques billets. Mais bientôt, c'est devenu un piège. J'y retournais chaque semaine, puis chaque jour. Et chaque perte me poussait à jouer plus pour me refaire. C'était une spirale sans fin. Il s'interrompit, les yeux pleins de larmes. Aurelio posa sa main rugueuse sur la sienne. Tu n'es plus seul, Léo. Le passé est derrière nous. Ce qui compte, c'est ce que tu décides maintenant. Ces confidences nocturnes marquèrent le début d'une guérison lente et fragile. Leonardo, pas à pas, affrontait ses démons. Aurelio, lui, redécouvrait son rôle de père, non plus comme un juge impitoyable, mais comme un compagnon de route, prêt à soutenir, à écouter, à pardonner. Et chaque fois que le doute le saisissait, Aurelio repensait à l'homme mystérieux. Cet inconnu qui avait tout déclenché. Était-ce un voisin bienveillant, un ange, une illusion? Peu importait, au fond. Ce qui comptait, c'est que ses paroles avaient sauvé 2 vies, celle d'un vieil homme qui croyait avoir tout perdu, et celle d'un fils égaré qui retrouvait le chemin du foyer. La maison de la rue San Raphaël devint à nouveau un lieu de vie, de rires timides et de promesses renouvelées. Le limonier du jardin portait plus que des fruits, il portait désormais le souvenir d'un pardon arraché aux larmes et d'un avenir rendu possible. Étincelle, cette histoire n'était pas seulement celle d'un père et d'un fils réconciliés. C'était celle de la rédemption, de la force invincible du pardon, et du mystère des rencontres qui apparaissent au moment précis où l'on croit tout perdu. Aurelio et Leonardo le comprirent bientôt, ce jour-là n'avait été que le commencement d'un chemin plus vaste, un chemin où l'amour, plus fort que les fautes, leur offrait une seconde chance. Il restait toujours un peu d'argent après les courses, mais tout s'effondra le jour où je perdis mon travail à l'usine. « Pourquoi as-tu perdu ton emploi » demanda Aurelio d'une voix grave. « Tu ne m'as jamais dit toute la vérité. » Leonardo baissa la tête comme un enfant sur le point d'avouer une faute impardonnable. Sa voix se brisa quand il répondit. « Parce que j'arrivais sans cesse en retard. Je passais les nuits entières à jouer en ligne sur mon téléphone. Je me présentais au travail sans avoir dormi, les yeux rouges, l'esprit brumeux. Un jour, je me suis assoupi sur ma station et j'ai failli provoquer un accident terrible qui aurait pu blesser plusieurs collègues. On m'a renvoyé immédiatement. À partir de ce moment, l'histoire sombra dans l'ombre. Sans travail et avec des journées vides à remplir, Leonardo s'enfonça dans l'illusion des jeux d'argent. Il pariait des sommes de plus en plus importantes, persuadé qu'un seul gain colossal effacerait d'un coup toutes ses erreurs. D'abord, il emprunta à des amis. Ensuite aux usuriers de quartier. Puis à des hommes plus dangereux encore, tapissés dans les recoins obscurs de la ville. Chaque perte le convainquait que la prochaine mise serait la bonne. Il avait la sensation de creuser un puits dont il n'arrivait jamais à sortir, plus il tentait, plus il s'enfonçait. Une partie de lui savait qu'il mentait, mais une autre s'accrochait avec rage à l'idée que la chance allait bientôt tourner. Puis vinrent les faux documents. Aurelio fronça les sourcils. Leonardo, submergé de honte, cacha son visage entre ses mains. C'était l'idée de Vargas, le prêteur. Quand je lui devais déjà près d'un demi-million de pesos et que je n'avais plus aucune issue, il m'a dit, si tu n'as pas d'argent, trouve une garantie. Il m'a présenté à un type qui trafiquait des papiers. Ils m'ont juré que ce ne serait que temporaire. Dès que je gagnerais un peu, on annulerait tout, et je récupérerais les documents originaux. Le cœur d'Aurelio bouillonna de douleur et de colère.
Son fils n'était pas seulement la proie de son vice, il était aussi tombé entre les griffes d'hommes sans scrupules qui dévoraient les désespérés jusqu'au dernier souffle, comme des sangsues. « Tu n'as jamais pensé à me demander de l'aide avant d'en arriver là » dit Aurelio d'une voix tremblante. Les yeux de Leonardo se remplirent de larmes, pas de simples gouttes silencieuses, mais des sanglots profonds, arrachés à son âme. « Tous les jours, papa, chaque jour je voulais te le dire. Mais j'avais trop honte. Je savais que tu me jugerais, que tu dirais que j'étais faible, que je n'avais rien appris des valeurs que toi et maman m'aviez inculquées. Jamais, Léo? Si, papa, tu l'aurais dit. Et tu aurais eu raison. Je suis tout ce que vous ne vouliez pas que je sois. Un échec, un menteur, un voleur, le fils qui a volé la maison de son propre père. » Un silence pesant suivit. Seul le tic-tac obstiné de l'horloge murale, achetée par Carmen lors de leur lune de miel à Acapulco, emplissait la pièce. Aurelio se perdit dans ses pensées, toutes ces fois où il avait été trop dur, où il avait comparé Leonardo à d'autres jeunes plus disciplinés, plus réussis. « Sais-tu ce que m'a dit cet homme, le jour de la saisie » demanda Aurelio soudain, brisant la chape de silence. « Quel homme ? » ?»« Celui qui nous a aidés, celui qui connaissait les papiers falsifiés à la notaire. » Leonardo fronça les sourcils. Toute la semaine, il avait essayé de se rappeler de ce mystérieux inconnu dont son père parlait. Mais il ne se souvenait que des officiers de justice et du notaire. « Papa, je n'ai vu personne. Il n'y avait que toi, moi, et le tribunal. Je te dis qu'il y avait quelqu'un d'autre. Un homme avec une barbe, des vêtements simples, 35 ans peut-être. C'est lui qui a suggéré de vérifier les documents à la notaire 47. » Leonardo le regarda avec inquiétude. Avait-il commencé à perdre la mémoire? Ou bien le choc de presque perdre la maison lui avait-il joué des tours? Papa, peut-être que tout se stresse. Non. Coupa Aurelio, plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Cet homme était là. Il m'a parlé de pardon. Il m'a demandé si je te considérais comme une mauvaise personne ou comme un homme bon ayant pris de très mauvaises décisions. Il m'a dit que les fils cherchent toujours leur père, même quand ils ne savent pas comment le demander. Leonardo demeura pétrifié. Ces mots décrivaient exactement son état intérieur depuis des mois, l'envie ardente de se réconcilier, sans savoir par où commencer après tant de dégâts. C'était comme si cet inconnu avait lu dans son âme. « C'est ce qu'il t'a dit ? » ?»« Oui. Et je lui ai répondu que tu étais un bon garçon. Que je ne comprenais pas ce qui s'était passé, mais que dans ton cœur, tu restais l'enfant droit que ta mère et moi avions élevé. » Pour la première fois depuis des années, Leonardo eut le sentiment que son père le voyait vraiment. Non pas l'addict, ni le raté, ni le fil indigne. Mais le petit garçon qu'il avait été, et qu'il pouvait peut-être redevenir, avec de l'aide et beaucoup d'efforts. Les jours suivants apportèrent une fragile lumière. Leonardo se mit à chercher du travail avec sérieux, il lisait les annonces dès le matin, déposait son CV dans les entreprises. Il s'inscrivit même à un groupe de soutien pour joueurs compulsifs qui se réunissait 2 fois par semaine à la paroisse San José. Aurelio, lui aussi, changea. Il sortit davantage, salua les voisins qu'il avait ignorés pendant des années, reprit soin de son jardin, cuisina des repas plus soignés. Mais une pensée ne le quittait pas, l'homme mystérieux. Chaque matin, en arrosant les bougainvilliers sous la fenêtre de la cuisine, ses yeux cherchaient cette silhouette au bout de la rue. Chaque soir, assis sur le petit porche avec son café de holà, il observait le passage du facteur, des enfants revenant de l'école, des femmes revenant du marché, espérant retrouver cette présence familière. Un mercredi, 2 semaines plus tard, tandis que Leonardo assistait à sa réunion de soutien, Aurelio fit quelque chose qu'il n'avait pas osé depuis longtemps, il rendit visite à sa voisine, Doña Rosa, 4 maisons plus loin. « Aurelio ! Quelle agréable surprise !» s'exclama la vieille dame en ouvrant la porte. C'était une femme menue, vive malgré ses 82 ans, les cheveux d'un blanc pur rassemblés en un chignon élégant. « Entre donc, je vais te préparer un café comme ceux qu'aimait tant Carmen. » La maison embaumait l'encens de copal et les fleurs d'hibiscus qu'elle cultivait dans d'innombrables pots. Les murs croulaient sous les photos, mariages, baptêmes, anniversaires, générations entières réunies dans le sourire figé des clichés. En entrant, Aurelio sentit un pincement au cœur. La chaleur de ce foyer contrastait avec la froide solitude dans laquelle il s'était muré depuis la mort de Carmen. Assis à la table de Doña Rosa, il comprit que, malgré la douleur, la vie continuait d'offrir des instants de douceur, des occasions de tendresse, et peut-être même des chemins de rédemption.
La petite maison de Doña Rosa respirait la vie et les souvenirs heureux. L'odeur du café de Ola flottait encore dans l'air, mêlée aux effluves d'un vieux meuble ciré. Aurelio, un peu hésitant, franchit le seuil en baissant la tête. « Comment vas-tu, Rosa ? Pardonne-moi de ne pas être venu plus tôt. » La vieille femme lui adressa un sourire empreint de douceur. « Oh, Aurelio, je comprends. Depuis le départ de Carmen, tu semblais si perdu, si vidé. Mais aujourd'hui, oui, je vois dans tes yeux quelque chose de différent. Tu as changé. » Il hocha lentement la tête. « Leonardo vit de nouveau avec moi. Nous essayons de réparer ce qui a été brisé entre nous. » Les yeux de Doña Rosa s'illuminèrent. « Quelle bonne nouvelle! J'ai toujours cru en ce garçon. Il avait seulement besoin de retrouver le chemin de sa maison. » Elle prit une cafetière en émail, héritée de sa mère, et se mit à préparer le café. Les gestes étaient lents, empreints d'une tendresse ancienne. Aurelio, lui, ne parvenait pas à se détacher d'une question obsédante. Finalement, il se décida. « Rosa, as-tu remarqué un homme nouveau dans le quartier ? Un homme d'une trentaine d'années, la peau mate, une barbe soignée, vêtu simplement mais toujours propre ?» La cafetière s'immobilisa au-dessus de la flamme. Rosa se retourna brusquement, le visage tendu. « Quand l'as-tu vu ? » « La semaine dernière, » répondit Aurelio. « Le jour où les gens du tribunal sont venus pour ma maison. Il était là, et il m'a beaucoup aidé. » Rosa s'assit en face de lui. Son regard, d'ordinaire pétillant de malice, s'assombrit et prit une gravité qu'il ne lui connaissait pas. « Décris-le-moi encore. Tout ce dont tu te souviens. » Aurelio raconta. La barbe sombre, les yeux profonds, les paroles mystérieuses, sa connaissance inexplicable des papiers de la notaire, et cette disparition soudaine, comme si nul autre ne l'avait jamais vue. Rosa écoutait sans l'interrompre, hochant la tête par instants, comme si chaque mot confirmait une vérité qu'elle portait en elle. Lorsqu'il eut terminé, un long silence s'installa. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table. « Aurelio, dit-elle enfin, es-tu croyant ?» Il resta un instant interdit. « Oui, je crois en Dieu. Mais depuis la mort de Carmen, je vais rarement à l'église. »« Et crois-tu au miracle ?» Il détourna le regard. « Je ne sais pas. Peut-être. Mais pourquoi me demandes-tu cela ?» Sans répondre, Rosa se leva lentement. Elle se dirigea vers une vieille commode et ouvrit un tiroir fermé à clé. Elle en sortit un carnet de cuir brun, usé par le temps. Elle le posa sur la table avec un soin presque sacré. « Parce que l'homme que tu décris n'est pas apparu ici pour la première fois. » Le cœur d'Aurelio se mit à battre plus fort. Une chaleur étrange envahit la pièce. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Assieds-toi bien et écoute attentivement. Ce que je vais te raconter peut sembler incroyable, mais c'est la vérité la plus absolue que je connaisse. » Elle ouvrit le carnet et commença à lire d'une voix claire. 15 mars 2019. La famille Herrera est sur le point de perdre son plus jeune fils atteint de leucémie. Les médecins du grand hôpital disent qu'il n'y a plus rien à faire, seulement quelques jours à attendre. Un homme apparaît. Il reste 1 heure auprès de l'enfant. Le lendemain, les analyses révèlent que le cancer a disparu. Les médecins sont incapables d'expliquer le phénomène. Aurelio ouvrit grand les yeux. Et alors ? L'homme que la famille Herrera a vu correspond exactement à la description que tu viens de me donner. Elle tourna la page, ses doigts tremblants. 22 août 2020. Don Fermin, l'épicier du coin, songe à se donner la mort, 3 mois de loyer impayé, son commerce menacé de fermeture. Un homme apparaît, achète une simple boisson, puis lui parle une demi-heure. Le lendemain, un client, disparu depuis des années, revient et règle toutes ses dettes. Aurelio fronça les sourcils. Peut-être des coïncidences. Mais Rosa poursuivit, implacable. 5 janvier 2021. Madame Martinez découvre que son mari maltraite leur fille de 12 ans. Elle ne sait que faire, menacée de mort si elle parle. Elle pleure dans un parc. Un homme apparaît. Il lui donne la force d'aller à la police. Quand elle revient avec les agents, son mari est parti pour toujours, laissant une lettre de confession. Page après page, cas après cas, Rosa dressa le même tableau. Toujours la même silhouette, toujours dans les moments de désespoir absolu, apportant des mots justes, une force insoupçonnée, et une issue miraculeuse. Plus de 20 témoignages soigneusement consignés en 5 années.
Rosa, mais où as-tu trouvé tout cela? Elle le fixa intensément. Je tiens ce registre depuis longtemps. Ma petite fille Carmen, infirmière à l'hôpital, m'avait rapporté ces histoires. D'abord, j'ai cru à de simples hasards. Mais en enquêtant, j'ai reconnu un motif récurrent. Cet homme apparaît toujours lorsque l'espoir semble mort. Aurelio sentit la pièce tourner autour de lui. Les cadres accrochés au mur semblaient l'observer comme des témoins muets. Tu veux dire? Je ne t'affirme rien, Aurelio. Je ne fais que partager ce que j'ai vu et consigné. Mais permets-moi de te poser une question, les mots qu'il t'a adressés ce jour-là, étaient-ils exactement ce dont tu avais besoin? Un frisson parcourut Aurelio. Il revit la scène, l'inconnu lui parlant de pardon, de réconciliation, de compassion. Oui, ces paroles avaient percé son cœur. Oui, avoua-t-il d'une voix tremblante. C'étaient les mots justes, comme s'il avait lu dans mon âme. Et il savait des choses impossibles, les documents de la notaire, le nom de l'avocat bermudé, des détails que moi-même j'ignorais. Personne d'autre ne pouvait savoir cela. Rosa referma le carnet avec lenteur. Son regard était chargé d'un mystère insondable. Il existe des réalités qui échappent à la logique humaine. Des présences se manifestent quand nous en avons le plus besoin. Certains les appellent anges. D'autres, messagers divins. Peu importe le nom. Lorsqu'ils apparaissent, c'est toujours parce qu'un moment décisif est arrivé. Aurelio murmura, la gorge sèche. Tu penses que, c'est lui? Je ne prétends rien, répondit Rosa. J'observe, je note, et je rends grâce. Mais toutes les familles visitées par cet homme ont trouvé la paix, l'espérance, une issue que personne n'aurait cru possible. Le silence s'épaissit dans la pièce. Le café refroidissait dans la cafetière oubliée. Au dehors, les bruits du quartier semblaient lointains, comme absorbés par le poids du mystère. Aurelio sentit ses certitudes vaciller. Son deuil, ses colères, ses regrets, tout cela paraissait désormais s'inscrire dans un plan plus vaste, une trame invisible où l'amour et la miséricorde se frayaient un chemin malgré tout. Donia Rosa posa sa main ridée sur celle d'Aurelio. Ne crains pas ce que tu ne comprends pas, voix Y un signe, une invitation. Si cet homme est venu vers toi, ce n'est pas par hasard. C'est que tu avais quelque chose à recevoir, et peut-être aussi quelque chose à donner. Aurelio ferma les yeux un instant. Dans l'ombre de sa mémoire, il revit Carmen, il revit la maison qu'il allait perdre, il revit Leonardo, son fils égaré, revenu enfin. Et une phrase résonna en lui, comme une certitude nouvelle, parfois, au cœur même du désespoir, surgit une lumière qu'aucune nuit ne peut éteindre. Ils avaient retrouvé le chemin de l'espérance au moment même où tout semblait perdu. Aurelio avançait lentement dans les rues de son quartier, le pas lourd, l'esprit bousculé par des pensées qui se multipliaient comme des cercles dans l'eau après qu'on y jette une pierre. Les paroles de Donia Rosa ne cessaient de résonner dans sa mémoire, entremêlées avec ses propres souvenirs de cette rencontre mystérieuse qui le hantait depuis plusieurs jours. Avait-il réellement croisé quelqu'un venu d'un autre monde, un être envoyé par Dieu pour l'aider dans son épreuve? Ou bien Donia Rosa, avec ses yeux vieillis mais remplis de ferveur, n'était-elle qu'une vieille femme avide de voir des miracles là où il n'y avait que de simples coïncidences? Lorsqu'il franchit le seuil de sa maison, l'odeur familière du maïs chaud et de la salsa lui parvint aussitôt. Dans la cuisine, il trouva Leonardo, son fils, occupé à préparer le dîner. Aurelio resta figé un instant sur le pas de la porte, ému par cette image simple mais profondément réconfortante. Leonardo avait changé. Ses traits semblaient moins fatigués, son regard plus clair, son allure plus digne. Chaque jour, il paraissait renaître un peu, redevenir l'homme qu'il avait été autrefois, avant de se perdre dans le labyrinthe obscur des paris et des mensonges. Sur la plaque de métal, il retournait des quesadillas fumantes garnies de fromage d'Oaxaca, accompagnées d'une sauce verte relevée. C'était le plat préféré de Carmen, la mère de Leonardo, disparue trop tôt mais toujours présente dans leur mémoire. Comment s'est passée la réunion, Mijo? Demanda Aurelio en s'asseyant lourdement sur une chaise. Bien, papa. Difficile, mais bien, répondit Leonardo, la voix ferme. J'ai parlé de tout, de ce que je t'ai fait, des papiers falsifiés. Il fit une pause, baissa les yeux, puis reprit. Le groupe m'a aidé à comprendre que demander pardon ne suffit pas. Je dois aller plus loin. Que veux-tu dire? S'inquiéta Aurelio. Leonardo se retourna alors, abandonnant un instant la poêle, et planta ses yeux dans ceux de son père. Il y brillait une détermination nouvelle, une force qu'Aurelio n'avait pas vue depuis des années.
Je veux livrer Vargas et les autres, ceux qui m'ont entraîné dans ces histoires de documents falsifiés. Je sais que c'est dangereux, mais c'est la seule chose juste à faire. Je ne pourrai jamais me regarder dans le miroir si je reste silencieux. Le cœur d'Aurelio se serra. Une fierté immense montait en lui, mêlée à une inquiétude féroce. Son fils osait enfin poser un geste courageux, un geste moral, mais cela pouvait aussi lui coûter très cher. Léo, cette gente est impitoyable. Tu sais de quoi ils sont capables. Ils sont déjà venus ici pour nous menacer. Justement, papa. Tant qu'ils seront libres, ils continueront à détruire d'autres vies, à briser d'autres familles comme ils ont brisé la nôtre. Je ne peux pas rester là, à savoir que mon silence alimente encore leur violence. Ce soir-là, autour des quesadillas et des frijoles refritos, père et fils eurent une conversation longue et grave. Leonardo raconta avec une précision douloureuse tout ce qu'il avait découvert dans les ténèbres de son addiction. Aurelio comprit alors que cette organisation criminelle était bien plus vaste qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il ne s'attaque pas seulement aux joueurs compulsifs, expliqua Leonardo, la voix basse. Il cible aussi les petits commerçants étranglés par leurs dettes, les mères célibataires qui n'ont pas les moyens de payer un traitement médical d'urgence, les familles désespérées que les banques refusent d'aider. Il tente des pièges dorés, des prêts faciles, des conditions souples, et ensuite, les gens se retrouvent prisonniers d'un engrenage de dettes sans fin. Aurelio fronça les sourcils, une rage contenue brûlant dans son regard. Et la police ? La police ferme les yeux, poursuivit Leonardo. Vargas a des contacts haut placés. Ils peuvent agir en toute impunité. Mais mon conseiller, au groupe de soutien, dit qu'il y a un nouveau procureur spécial qui commence à enquêter sur ces réseaux. Si je coopère, si je témoigne, ils auront enfin les preuves pour démanteler toute cette bande. Aurelio resta silencieux un moment, contemplant ce fils qu'il avait cru perdu et qui, contre toute attente, renaissait devant lui, animé d'un courage lumineux. Oui, malgré ses fautes, malgré ses trahisons, Leonardo avait toujours gardé au fond de lui un cœur droit, une étincelle que ni la honte ni le vice n'avaient réussi à éteindre. « Que veux-tu que je fasse » demanda Aurelio d'une voix chargée d'émotion. « J'ai seulement besoin de ton soutien, papa. Que tu saches qu'aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, j'essaie de faire ce qui est juste, même si c'est dangereux. Tu auras toujours mon soutien, Mijo. Mais promets-moi de rester prudent. » Leonardo hocha la tête gravement. « Vendredi, je dois me présenter au bureau du procureur. Ils vont enregistrer ma déposition en vidéo, puis ils lanceront un grand coup de filet pour arrêter toute la bande. » Le vendredi arriva sous un ciel bas et lourd, dont les nuages sombres semblaient refléter l'angoisse qui étreignait Aurelio. Leonardo se leva à l'aube. Il se prépara avec soin, se lava, enfila ses plus beaux vêtements, puis prit un petit déjeuner silencieux. Ses mains tremblaient en tenant la tasse de café, mais ce n'était plus le tremblement d'un homme en manque. C'était la nervosité noble de celui qui s'apprête à affronter un danger pour défendre la vérité. « Veux-tu que je t'accompagne » proposa Aurelio. « Non, papa. C'est une étape que je dois franchir seul. » Mais prie pour moi. Un taxi vint le chercher. Aurelio le regarda s'éloigner avec la gorge nouée, une sensation d'impuissance qu'il n'avait plus connue depuis le jour où on lui avait annoncé la saisie de sa maison. Il essaya de s'occuper, de balayer la maison, d'arroser ses plantes, d'allumer la télévision. Rien n'y fit. Son esprit ne cessait d'imaginer des scénarios terribles, et si Vargas avait des complices au sein même du parquet ? Et si on découvrait la trahison de Leonardo avant qu'il ait pu témoigner ? À 2 heures de l'après-midi, n'y tenant plus, Aurelio sortit et marcha jusqu'à l'église de San José. C'était un geste que Carmen faisait autrefois quand l'angoisse la submergeait. Lui, qui n'était pas un homme particulièrement religieux, ressentait soudain le besoin brûlant d'offrir une action concrète, de déposer quelque part le poids insupportable de ses prières. L'église était presque vide. Seule une vieille femme récitait son rosaire dans les premiers bancs. Au fond, près de la porte, un homme restait assis, la tête penchée dans une prière silencieuse. Aurelio acheta une bougie de cire blanche, l'alluma devant l'image de la Vierge de Guadalupe, puis s'agenouilla. Les mots jaillirent de son cœur, simples et brûlants. « Virgencita, si tu existes vraiment, si tu écoutes encore les prières d'un vieil homme comme moi, protège mon fils aujourd'hui. C'est la première fois depuis si longtemps qu'il essaie de faire ce qui est bien. Ne permets pas qu'il lui arrive malheur. » Quand il se releva, s'appuyant sur son bâton, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le regard de l'homme assis au fond s'était posé sur lui. Lentement,
Celui-ci se leva et avança d'un pas assuré. À mesure qu'il approchait, Aurelio sentit son cœur battre à tout rompre. Ce visage, il le connaissait. C'était lui. L'homme mystérieux. Exactement comme dans son souvenir, peau hâlée par le soleil, barbe soignée, vêtements simples, mais surtout ses yeux d'une profondeur vertigineuse, capable de traverser l'âme. Don Aurelio, dit-il avec une voix chaleureuse et rassurante, la même voix qui avait résonné si longtemps dans la mémoire de l'ancien. Je savais que je vous reverrais. Où étiez-vous tout ce temps? L'homme esquissa un sourire empreint de sagesse et de compassion. Je ne suis jamais vraiment parti. J'attendais simplement le moment juste pour revenir vers vous. J'ai tant de questions, balbutia Aurelio. Donia Rosa m'a parlé d'autres familles que vous avez aidées. Qui êtes-vous vraiment? Le mystérieux inconnu secoua la tête doucement. Les étiquettes n'ont pas d'importance, Don Aurelio. Ce qui compte, c'est la mission que nous devons accomplir ensemble. Une mission? Quelle mission? L'homme s'assit sur l'un des vieux bancs de bois et invita Aurelio à prendre place à ses côtés. Les flammes des cierges jetaient des ombres mouvantes sur les murs de pierre. En ce moment même, votre fils est en train d'accomplir un acte d'un immense courage. Et vous, Don Aurelio, vous avez aussi un rôle à jouer. Le miracle d'Aurelio et Leonardo. Aurelio sentit son cœur battre plus vite que jamais. Devant lui, cet homme mystérieux lui parlait avec une gravité douce, mais ferme. Il choisit la justice plutôt que la sécurité, la vérité plutôt que la commodité. Mais un tel choix exige plus qu'un simple courage. Il aura besoin d'aide spirituelle, car le véritable danger n'est pas seulement physique. Aurelio frissonna. Oui, son fils était en danger. Mais n'était-ce pas le lot de tous ceux qui osent faire ce qui est juste dans un monde où l'injustice semble récompensée? Pourtant, comme le disait cet homme, le péril le plus grand n'était pas celui des balles ni des menaces, mais celui, insidieux, du découragement. Le plus difficile, reprit-il, ce sera de résister à la tentation du retour en arrière. Quand l'ombre du désespoir viendra, quand la peur et la fatigue pousseront à abandonner le chemin nouveau, ce sera là la véritable épreuve. Il leva les yeux vers l'autel. Des dizaines de bougies vacillaient, répandant une lumière embrumée constante, comme un océan de petites flammes dressées contre l'obscurité. Don Aurelio, dit-il, croyez-vous au miracle? La question résonna profondément. Donia Rosa la lui avait posée quelques jours plus tôt, mais dans la bouche de cet homme, elle semblait porter un poids éternel. Aurelio hésita. Jusqu'à récemment, répondit-il, je ne croyais qu'à ce que je pouvais voir ou toucher. Mais après ce qui est arrivé avec ma maison, après votre apparition au moment exact où je n'avais plus d'espoir, peut-être que les miracles existent vraiment. L'homme sourit légèrement. Les miracles ne sont pas toujours des éclats spectaculaires venus du ciel. Parfois, le miracle, c'est simplement la force de pardonner après une trahison. Parfois, c'est choisir la voie juste au moment le plus sombre. Parfois encore, c'est un père et un fils qui se retrouvent après des années de douleur et de méfiance. N'est-ce pas ce qui s'est produit entre vous et Leonardo? Aurelio sentit ses yeux se troubler. Oui, Leonardo, son fils, avait trouvé le courage de chercher de l'aide, d'affronter les conséquences de ses erreurs. Lui-même avait retrouvé en son cœur la capacité de pardonner et de croire aux secondes chances. Oui, murmura-t-il avec conviction. C'était un miracle. Alors vous comprenez, reprit l'homme, que les miracles ne s'arrêtent pas avec la fin d'une épreuve. Ils continuent chaque jour, chaque fois qu'un être choisit de vivre autrement, avec plus de compassion, plus d'amour. À cet instant, le téléphone d'Aurelio vibra. C'était un message de Leonardo? Tout s'est bien passé. J'ai témoigné. Le procureur dit que la semaine prochaine ils arrêteront toute la bande. On va me protéger. Je rentre dans 2 heures. Je t'aime, papa. Les jambes d'Aurelio faillirent céder sous lui. Il montra le message à l'homme, qui sourit avec une sérénité profonde. Comment saviez-vous que tout finirait ainsi? Demanda Aurelio. Parce qu'il existe un plan plus vaste que ce que nous percevons, répondit-il. Ce que Leonardo a fait aujourd'hui portera des fruits bien au-delà de sa propre vie. Il évoqua les familles qui ne seraient plus ruinées par les escroqueries, les jeunes qui échapperaient aux griffes des usuriers, les maisons qui resteraient debout, les cœurs préservés des trahisons financières. Chaque choix juste engendre des vagues invisibles de guérison. Ils marchèrent jusqu'au cœur de l'église. L'homme désigna les vitraux flamboyants. Savez-vous l'histoire de ce lieu? Demanda-t-il. Aurelio secoua la tête.
Cette église fut bâtie par des familles qui avaient tout perdu durant la Révolution mexicaine. Pas d'argent, pas de matériaux. La plupart ne savaient même pas lire. Mais ils avaient une foi indestructible et une volonté de beauté. Chaque morceau de ces vitraux fut donné par une famille. Les riches offraient une fenêtre entière, les plus humbles un simple éclat de verre coloré. Mais sans ces fragments minuscules, l'image d'ensemble aurait été incomplète. Il se tourna vers Aurelio. Votre histoire avec Leonardo est l'un de ces fragments. Peut-être semble-t-elle petite face à l'immensité du monde. Mais elle est indispensable à l'image globale de l'espérance et de la rédemption. Aurelio sentit les larmes couler. Toute sa vie, il s'était cru insignifiant, un simple cheminot parmi des milliers, un père imparfait marqué par ses échecs. Mais cet homme lui révélait que même une réconciliation pouvait changer le monde. Chaque pardon, dit-il, modifie la trame invisible de l'univers. Chaque père qui serre son fils après des années d'éloignement répand une guérison qui dépasse ce que l'œil humain peut saisir. Il posa une main sur l'épaule d'Aurelio. Une chaleur familière envahit le vieil homme, la même qu'il avait ressentie le jour du sauvetage de sa maison. Don Aurelio, votre tâche de père n'est pas terminée. Leonardo aura besoin de vous, surtout dans les moments de tentation. Lorsque l'appel du jeu reviendra, souvenez-vous de ce que vous avez fait ce jour-là, vous avez choisi l'amour plutôt que la colère, la foi plutôt que la peur, l'espérance plutôt que le désespoir. Faites de même, encore et encore. Aurelio osa lever les yeux. Dans le regard de cet homme brillait une lumière qui dépassait la simple humanité. Je suis toujours là pour ceux qui cherchent sincèrement de l'aide, dit-il. Mais rappelez-vous, les hommes ont en eux plus de force qu'ils ne l'imaginent. Ils n'ont besoin que d'un rappel de qui ils sont vraiment, et de qui je suis. Aurelio, bouleversé, balbutia. Merci. Merci d'avoir sauvé ma maison, d'avoir ramené mon fils. Il cligna des yeux. L'homme avait disparu. Seule une vieille femme priait dans un coin. Avez-vous vu l'homme avec qui je parlais, demanda-t-il. Elle le regarda, intriguée. Quel homme, Sonore? Vous êtes seul depuis que vous avez allumé votre cierge. Aurelio quitta l'église, le cœur rempli d'un mélange d'étonnement et de gratitude. Chez lui, Leonardo l'attendait. Son visage reflétait un soulagement profond et une détermination nouvelle. Papa, dit-il, le procureur affirme que mon témoignage sera la clé pour démanteler complètement le réseau. Une semaine plus tard, les journaux annoncèrent l'arrestation de Vargas et de 14 complices. Le courage de Leonardo avait été décisif. Ce même après-midi, tandis qu'il arrosait ses plantes, Aurelio aperçut un jeune homme assis sur le trottoir, la tête dans les mains. Ses épaules tremblaient. « Ça va, mon garçon ?» demanda Aurelio doucement. Le jeune leva les yeux. Ses pupilles rougies, ses mains tremblantes racontaient sa détresse. « J'ai tout perdu, Sonore. J'ai parié l'argent du loyer de ma mère au combat de coq. Ma femme va me quitter. Nous allons perdre l'appartement. Comment t'appelles-tu? Raphaël. Viens prendre un café, Raphaël. J'ai une histoire à te raconter. Durant 2 heures, Aurelio lui parla de Leonardo, de la chute, du pardon, des secondes chances. Il lui donna l'adresse d'un groupe de soutien. Pourquoi m'aidez-vous, Sonore? Vous ne me connaissez même pas. Parce que quelqu'un m'a appris que lorsque nous recevons de l'aide, nous avons le devoir d'aider à notre tour. Le lendemain, Aurelio et Leonardo accompagnèrent Raphaël à sa première réunion. Un mois plus tard, Raphaël amena un autre jeune, qui lui-même en guida un autre. Peu à peu, la maison d'Aurelio devint un refuge où les âmes perdues retrouvaient l'espérance. Un soir, Leonardo déclara. « Tu te rends compte, papa? Nous aidons désormais plus de familles que je n'en ai blessé. C'est comme si tout cela avait toujours eu un sens, un but que nous n'avions pas su voir. » Aurelio leva les yeux vers le ciel étoilé. Il n'attendait plus de revoir l'homme mystérieux. Il savait à présent que sa présence vivait dans chaque geste de compassion, dans chaque pardon accordé. « Merci, souffla-t-il au vent, de nous avoir montré que les miracles ne sont pas seulement des événements extraordinaires, mais une manière de vivre. » Car le véritable miracle n'était pas d'avoir vu apparaître un être venu d'ailleurs, mais de découvrir que l'amour, lorsqu'il se multiplie, a le pouvoir de transformer des familles, puis des quartiers, puis des communautés entières. Cette histoire nous rappelle que les instants les plus extraordinaires surgissent au cœur même de la vie ordinaire. Souvent, quand tout semble perdu, une rencontre vient nous rappeler qui nous sommes réellement. Le pardon n'est pas seulement un cadeau offert aux autres,
il est la clé qui libère notre propre cœur. Et si les miracles ne sont pas toujours des éclairs venus du ciel, ils prennent forme dans chaque décision où l'on choisit l'amour plutôt que la rancune, l'espérance plutôt que la peur. Et toi, lecteur, as-tu déjà senti qu'une personne était apparue dans ta vie au moment exact où tu en avais le plus besoin? Crois-tu que les miracles se cachent dans les petits gestes d'amour du quotidien? Partage ton expérience. Car chaque témoignage est une étincelle de lumière dans l'obscurité.